Vous écoutez On lit pour vous. Question à nos aînés. À l'époque où ce n'était pas accessible, comment faisait-on pour... Un texte paru dans la revue Paraquad, numéro 170, été 2026. Franchir un trottoir. Je levais mes deux roues en arrière et je descendais la chaîne de trottoir. Je faisais pareil pour monter en soulevant les roues à la force de mes bras. Marcel Gauvreau, 78 ans. C'était difficile, il y avait beaucoup d'obstacles. Quand j'allais à l'épicerie, ma sœur devait me pousser et me monter sur le trottoir. Ou alors, je passais par les entrées de garage pour accéder au trottoir. Sinon, je roulais dans la rue. J'ai déjà essayé de sauter le trottoir, mais je suis tombée sur le dos plusieurs fois. J'ai arrêté d'essayer parce que ma sœur ne voulait plus me voir tomber. Marie-Blanche Rémillard, 75 ans. Quand j'étais plus jeune, je pouvais descendre une chaîne de trottoir en fauteuil. Je ne sentais pas la douleur. Mais je ne pouvais pas rouler sur tous les trottoirs. Certains étaient croches. Je manquais de tomber sur le côté si je roulais dessus. Alors, je roulais dans la rue. Et on me klaxonnait. Encore aujourd'hui, à Saint-Bruno, les trottoirs ne sont pas toujours accessibles, alors je roule dans la rue. Je fais bien attention. Les gens ne me klaxonnent plus. Les mentalités ont changé. Claire Savage, 72 ans. J'ai appris à monter les trottoirs. Par la force des choses, comme ce n'était pas accessible, il a fallu apprendre à manipuler le fauteuil. En même temps, je dirais que si c'est trop facile, ce n'est pas si bon non plus. Dany Saint-Arnaud, 63 ans. J'étais capable de monter et de descendre un trottoir en wheeling, mais ça cognait dur pour le fauteuil. À l'époque, ils étaient rigides et très lourds. Dans ma vingtaine, je cassais au moins 2 fauteuils par an comme ça. Harold Paillé, 72 ans. Conduire une voiture? Je n'ai pas eu de gros problèmes. J'ai obtenu mon permis de conduire en 1971. J'ai suivi des cours. Il y avait un autocontrôle manuel. Ça existait déjà. C'était peut-être moins connu que maintenant. J'ai fait 8 heures de cours pratiques avec cet auto qui était adapté et j'ai passé mon examen. Le transport adapté n'existait pas. Marcel Gauvreau, 78 ans. Pour faire l'adaptation de mon auto, il n'y avait rien de remboursé par le gouvernement. Mon mari a acheté l'équipement usagé. Ça fonctionnait. Je conduisais comme ça. Mais je ne pouvais pas conduire jusqu'à Montréal pour travailler depuis Saint-Hubert car j'avais peur de rester prise dans la neige. Claire Savage, 72 ans. J'ai conduit pendant 40 ans. J'ai vu l'évolution de la camionnette avec le lève-personne vers une belle rampe électrique. Il n'y avait pas ça il y a 25 ans. L'APQ, note de la rédaction, Association des paraplégiques du Québec, ancien nom de Mémo Québec, vendait des pièces pour adapter l'auto qui étaient faites sur une plaque en bois. Marie Trudeau, 77 ans. Je n'ai jamais eu d'adaptation professionnelle dans mon auto. Je les fabriquais moi-même. J'avais 15 ans quand je suis tombée en fauteuil roulant, alors mon corps s'est adapté, j'imagine. Je pouvais entrer facilement dans une voiture. Dany Saint-Arnaud, 63 ans. 2 ans après mon accident, je conduisais. J'avais un contrôle manuel. Ça allait bien, mais ça prenait de grosses autos avec des longues portes. Le fauteuil était couché sur le siège arrière. Ensuite, les frères Tremblay de l'île Bizarre se sont mis à installer les premiers contrôles manuels. C'est l'APQ, note de la rédaction Association des paraplégiques du Québec, qui les vendait. Puis, ils ont développé un élévateur pour les quads. C'était le jour et la nuit pour l'accessibilité des autos. Ils ont vendu ça partout dans le monde. Harold Paillé, 72 ans. Se stationner? Je me stationnais souvent sur le bord du chemin. Dans les centres commerciaux, j'allais sur les routes incendies, les fire routes, où j'essayais toujours de trouver le premier espace au bord près de l'entrée. J'ai eu une fois une contravention. Ma femme était enceinte, il neigeait. Je suis allée plaider en cour municipale. J'ai dit au juge que j'étais coupable, mais qu'il y avait des raisons. Je n'ai pas eu de frais à payer. Marcel Gauvreau, 78 ans.
À mon époque, il y avait des stationnements pour personnes handicapées, mais ça ne marchait pas tout le temps. Les places étaient trop petites. Combien de fois je n'ai pas pu rentrer dans mon auto parce qu'il n'y avait pas de place? Il y avait 2 places de stationnement par centre commercial. À l'époque, j'avais une étiquette sur la fenêtre arrière de la voiture. Combien de fois j'ai appelé la police parce que les places étaient prises? La police ne se dérangeait pas. J'ai vu seulement une fois devant Mémo Québec la police mettre une contravention sur une auto dans une place de stationnement réservée. Claire Savage, 72 ans. Je me trouvais un coin où j'étais sûre de pouvoir ouvrir la porte quand je revenais. Je me stationnais toujours plus loin dans le stationnement. Comme ça me faisait bouger un peu plus en même temps. Je continue à le faire. Je laisse la place à d'autres qui en ont plus besoin. J'ai appris comme ça. Il n'y avait pas non plus de toilette ajustée à ma hauteur à l'époque, par exemple. Dany Saint-Arnaud, 63 ans. J'avais l'instinct de protéger la porte du conducteur qui était la porte où je sortais. Je me mettais en bout de rangée, à côté d'un poteau téléphonique ou autre, pour que personne ne colle ma voiture. Il n'y avait pas de vignette à l'époque. À plusieurs reprises, j'ai dû attendre quand la personne était garée trop proche. Maintenant, on a centuplé le nombre de stationnements par rapport à avant. Harold Payet, 72 ans. Entrer dans un bâtiment non adapté? Je regardais les gens autour de moi. Quand je voyais une personne très forte, je lui demandais si elle pouvait m'aider à monter. Je lui montrais comment. Je me disais alors que j'avais converti une personne et que la prochaine fois, elle saurait quoi faire. Quand il n'y avait pas d'accessibilité, j'essayais de rendre ça accessible en proposant une solution au propriétaire, même si c'était à l'arrière du bâtiment. Même chose dans le métro. Je demandais à de jeunes étudiants de m'aider. Je ne pouvais pas accepter qu'il n'y ait pas de solution. Il fallait trouver une façon de rentrer. Marcel Gauvreau, 78 ans. L'accessibilité n'était pas bonne du tout. Il y avait certains ascenseurs pour rentrer directement dans les bâtiments, mais il y avait rarement une rampe. L'hôpital était accessible, mais pas les docteurs. Alors j'allais à l'IRM, Institut de réadaptation de Montréal. Pour le reste, je ne rentrais pas, sauf si mon mari était avec moi. Il était fort et il soulevait mon fauteuil manuel. Claire Savage, 72 ans. Il fallait demander. Quand je voyais qu'il y avait 2-3 marches, j'arrêtais quelqu'un pour qu'il m'aide. Sinon, on n'avait pas de vie. C'était ça ou rester enfermé. Dany Saint-Arnaud, 63 ans. Ça ne serait pas très original de répondre « on faisait comme on pouvait ». Mais dans les faits, c'était pas mal ça. Il n'existait pas de grande encyclopédie de l'intégration sociale. Marie-Blanche Rémillard, 75 ans. Je demandais. J'ai appris à connaître les personnes qui étaient susceptibles de m'aider. Après 1 ou 2 ans passés en fauteuil, je savais. Pour rentrer dans des restos, on me passait par la porte en arrière, par les cuisines. Dans les édifices publics, par la porte des poubelles et le monte-charge des marchandises. Au Palais des Congrès de Montréal, j'ai eu souvent de la misère. Il y avait 2 marches pour accéder à l'élévateur. Quand je téléphonais pour réserver au restaurant, on me répondait que c'était plein. On ne voulait pas s'encombrer avec un fauteuil dans une place pas accessible. Harold Payet, 72 ans. C'était « Question à nos aînés » à l'époque où ce n'était pas accessible. Comment faisait-on pour... Un texte paru dans la revue Paraquad, numéro 170, été 2026.
Quels sont les délais moyens pour voir un médecin spécialiste au Québec? Une enquête de Sarah Boumeda parue le 9 juillet 2026 dans Le Devoir. Premier texte. Au Québec, moins de la moitié des demandes pour voir un médecin spécialiste respectent les délais. Novembre 2018. Un patient de la Montérégie a besoin d'une consultation en gastro-entérologie. On doit lui octroyer un rendez-vous dans l'année suivante. Il ne verra ce spécialiste qu'en juin 2025, presque 7 ans plus tard. Quelque part dans le Bas-Saint-Laurent, en janvier 2023, un autre citoyen est placé sur une liste d'attente en ophtalmologie. D'après sa condition médicale, un rendez-vous doit être obtenu le mois suivant. 3 ans plus tard, le patient attend toujours. Des scénarios semblables se comptent par milliers au Québec, selon une analyse de données du Devoir. Si Québec s'est certes entendu au printemps avec la Fédération des médecins spécialistes du Québec, FMSQ, les temps d'attente pour voir un médecin spécialiste continuent d'atteindre des records. Moins de la moitié des requêtes, 41,50%, en médecine spécialisée ont respecté les délais impartis par Santé Québec entre 2023 et 2025 dans 12 des 15 centres de répartition des demandes de services, CRDS, de la province. Cette proportion change selon la région et la spécialité, mais aussi selon la priorité médicale. Ces données, obtenues à la suite de demandes d'accès à l'information, concernent tous les CRDS de la province, à l'exception de ceux de l'Outaouais, de l'Estrie et de Montréal, qui ont dit être incapables d'acheminer les données nécessaires à l'analyse, malgré plusieurs demandes du Devoir dans les derniers mois. Le CRDS de Montréal traite à lui seul près du quart des demandes en médecine spécialisée transitant par ce système. Au total, le Devoir a pu analyser plus de 2,5 millions de demandes réparties dans tout le Québec. Les requêtes les plus urgentes, de priorité B, c'est-à-dire quand un rendez-vous doit être octroyé dans les 10 jours suivant la demande, respectent les délais à 53%. C'est le cas notamment pour une rupture totale du tendon d'Achille. Les demandes en priorité D, où un rendez-vous doit être pris dans les 3 mois suivant la demande, par exemple pour une suspicion de parkinsonisme, ne respectent les délais que le tiers du temps. À noter que la grande majorité des demandes de priorité A, où un rendez-vous doit être obtenu en 3 jours, ne sont plus transmises au CRDS depuis 5 ans. On priorise plutôt des corridors de services plus urgents. Les dysfonctionnements du CRDS ont été dénoncés maintes fois par la FMSQ depuis 10 ans et allongent inutilement les listes d'attente, souligne la Fédération dans une réponse écrite au Devoir. La nouvelle entente entre Québec et la FMSQ contient des engagements significatifs totalisant 520 millions de dollars pour améliorer le CRDS. Les détails sur ces engagements demeurent nébuleux. 10 mois au lieu de 3. Les données du tableau de bord de Santé Québec, autrefois compilées par le ministère de la Santé et des Services sociaux, confirment que les établissements hospitaliers de la province ont du mal à atteindre les délais impartis depuis déjà plusieurs années. Ces données, toutefois, n'offrent qu'une mesure qualitative de la situation. Elles montrent uniquement le pourcentage de requêtes hors délai, sans pour autant quantifier, de manière générale, le délai réel que peut prendre une requête faite à un CRDS. L'analyse du Devoir montre que les priorités D et E affichent le plus souvent les pires performances. Une demande de priorité D, qui devrait se régler en moins de 3 mois, peut prendre jusqu'à 10 mois en moyenne avant d'être traitée. La médiane des données, qui situe le délai de la moitié des requêtes, se situe à 157 jours, soit près de 70 jours de retard. Le délai moyen des demandes de priorité E, L, dépasse largement la limite d'1 an. Le processus de tri démarre lorsqu'une requête est transmise à un CRDS par un médecin de famille.
Le CRDS a ensuite la responsabilité d'octroyer au patient un premier rendez-vous auprès d'un spécialiste dans le délai imparti, mais ne s'occupe pas des suivis. Le CRDS accepte uniquement les demandes venues d'un omnipraticien, pas d'un urgentologue ou d'un autre spécialiste. Dans un rapport publié en novembre dernier, le vérificateur général du Québec soulignait qu'environ 20% des premières consultations en médecine spécialisée au Québec transitent par le CRDS. Le document soulignait aussi la lenteur du déploiement de mesures qui amélioreraient le système et la persistance des difficultés d'accès à la médecine spécialisée. Des délais aux conséquences variables. On observe aussi une disparité des résultats perçus partout au Québec. Parmi les CRDS à analyser par le devoir, celui du Saguenay-Lac-Saint-Jean se distingue positivement, si on peut dire, du lot. Environ 2 demandes traitées sur 3 dans les 3 dernières années se sont résolues dans les délais. À l'inverse, les CRDS du nord du Québec, régis par le Centre régional de santé et de services sociaux de la baie James et de la région de la capitale nationale, n'ont pu donner de rendez-vous dans les temps dans moins du tiers des cas. Les 2 rives de l'île de Montréal, représentées par les CRDS de Lanaudière, Laurentide et Laval, ainsi que de la Montérégie, enregistrent aussi parmi les meilleures performances du réseau, avec plus de 60% des requêtes traitées dans les délais. Il y a des territoires qui répondent bien, il y a des territoires qui répondent moins bien, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont moins bons, souligne Lara Maillet, titulaire de la chaire de recherche du Canada en système adaptatif en santé et services sociaux. C'est aussi une question de capacité de réponse. Ces retards se distinguent plutôt comme un symptôme d'un réseau en crise, rattaché à une multitude d'autres problèmes. Madame Maillet explique que le CRDS est d'abord censé répondre à un besoin en matière d'accès à des services de seconde ligne dans le réseau de la santé. C'est un outil qui a permis de mieux structurer cet accès, de rendre les listes d'attente plus visibles. Mais en matière de résultats, on voit bien que ça ne suffit pas. Évidemment, les enjeux d'accès sont beaucoup plus larges que ça. Ce n'est pas juste de régler une file d'attente. Ces données ne montrent qu'une partie de l'histoire, avance sa collègue Audrey L'Espérance, professeure adjointe en gestion de la santé et des services sociaux à l'École nationale d'administration publique. Celle qui accompagne plusieurs patients dans le réseau de santé dans le cadre de ses recherches note que l'attente d'un rendez-vous par le CRDS n'est qu'une petite partie du parcours du patient dans le système. Chaque délai ne veut pas dire la même chose, n'a pas la même conséquence sur les patients. Ce sont des enjeux de coordination et la fragmentation des soins et des services, ajoute sa collègue Lara Maillet. On règle un bobo avec un outil, mais sans du tout travailler sur l'ensemble du système. Une réforme à venir? Questionnée au sujet des retards dans les CRDS, Santé Québec affirme être au courant de la situation, qu'elle estime bien documentée. L'agence pointe vers la multiplication des corridors d'accès parallèles, les longues listes d'attente et le déséquilibre entre l'offre en médecine spécialisée et la demande grandissante de consultations pour expliquer ces retards. Dans ce contexte, nous travaillons actuellement à une refonte complète du mécanisme d'accès, afin que l'ensemble des demandes transitent par une porte d'entrée unique, permettant une gestion plus efficiente de l'offre et de la demande, a confirmé Geneviève Bethez, porte-parole de Santé Québec, dans un courriel au Devoir. Vous écoutez « Quels sont les délais moyens pour voir un médecin spécialiste au Québec ?» Une enquête de Sarah Boumeda parue le 9 juillet 2026 dans le Devoir. Méthodologie. En vertu de la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, le Devoir a fait une série de demandes d'accès à l'information afin d'obtenir des données anonymisées
compilant de manière uniformisée les références envoyées au Centre de répartition des demandes de services, CRDS, de chacun des CIUS et CI3S de la province depuis janvier 2023. Ces données comportent la date de réception de la requête par le CRDS, la spécialité visée, l'échelle de priorité clinique ainsi que la date du rendez-vous planifié et la date du rendez-vous réalisé, s'il y a lieu. Selon l'entente MSSS-FMSQ, signée en 2015, le délai d'attente d'un usager débute dès que la demande de service est reçue à la centrale de rendez-vous ou au CRDS, tandis que la fin de l'attente se termine au moment où le service est réalisé par le dispensateur. Le devoir s'est basé sur ces dates pour déterminer le délai d'attente des patients en nombre de jours. En ce qui concerne les requêtes toujours en attente pour un rendez-vous, le délai a été mesuré en nombre de jours entre la date de réception de la requête et le 17 février 2026, date à laquelle le devoir a envoyé ses demandes d'accès à l'information. À des fins d'analyse et d'uniformité des données, seules les requêtes reçues au CRDS entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2025 ont été conservées. Au total, ce jeu de données regroupe 2 588 965 requêtes réparties dans 12 CRDS de la province. Deuxième texte. Impossible de connaître les délais pour voir un médecin spécialiste à Montréal. Quels sont les délais moyens d'attente pour obtenir un rendez-vous auprès d'un médecin spécialiste à Montréal? Si vous passez par le Centre de répartition des demandes de services, CRDS, de la région, il est impossible de le déterminer. Les données sont inaccessibles, a découvert le devoir. Selon Santé Québec, près du quart des demandes transitant par ce système dans la province concernent Montréal, où le CRDS est géré par le CIUS du centre-sud de l'île de Montréal, qui s'appelle Santé Québec Centre-Sud de l'île de Montréal, universitaire depuis juin dernier. Un volume de données si important qu'il est impossible d'en faire l'extraction, ont confirmé le CIUS et Santé Québec. Les données disponibles auprès de Santé Québec Centre-Sud de l'île de Montréal, universitaire, ne permettent pas le calcul d'un délai chiffré en jours par requête ou même des données moyennes. Les plateformes actuellement en usage au CRDS sont conçues pour indiquer si une demande est prise en charge dans les délais prévus ou hors délai, conformément aux cibles ministérielles, écrit au devoir Geneviève Paradis, conseillère aux relations médias de l'établissement de santé montréalais. En date du 16 avril 2026, 63% des demandes en attente de consultation en médecine spécialisée à Montréal étaient traitées hors délai. Les requêtes en physiatrie, en neurologie et en gastro-entérologie enregistraient le plus haut taux de demandes hors délai. Il est toutefois impossible, concrètement, de savoir si les demandes sont en retard de plusieurs jours, semaines, mois. Les travaux se poursuivent de manière constante afin d'optimiser l'organisation des services et de soutenir l'amélioration de l'accessibilité en médecine spécialisée. Les délais observés sont principalement liés à des enjeux de capacité dans certaines spécialités, précise Mme Paradis. Le CRDS accepte uniquement les demandes de spécialistes transmises par un omnipraticien. À la réception d'une requête, le CRDS a ensuite la responsabilité d'octroyer aux patients un premier rendez-vous dans le délai imparti. Dans un rapport publié en novembre dernier, le vérificateur général du Québec soulignait qu'environ 20% des premières consultations en médecine spécialisée au Québec transitent par le CRDS. Trop de demandes à Montréal. Santé Québec souligne, elle aussi, le manque d'intégration des systèmes informatiques liés au CRDS.
Les régions de Montréal, de la Montérégie, de Laval, des Laurentides et de Lanaudière utilisent le même système, mais celui-ci n'est pas interopérable entre les régions, confirme sa relationniste Geneviève Bethez. Les autres régions, quant à elles, disposent de systèmes distincts. Une analyse de données compilée par Le Devoir montre que moins de la moitié des requêtes en médecine spécialisée ont respecté les délais impartis par Santé Québec entre 2023 et 2025 dans 12 des 15 CRDS de la province. Ces données ont été obtenues à la suite de demandes d'accès à l'information. Les CRDS de la Montérégie et des 3L, Laval, Lanaudière et les Laurentides, ont bel et bien pu transmettre les informations demandées par Le Devoir, à l'inverse de Montréal, malgré leur système identique. Une décentralisation favorable ou défavorable? L'utilisation de fournisseurs informatiques différents par chaque CRDS est une erreur, selon Justin Lawaré, professeur adjoint à l'École nationale d'administration publique, ENAP. Selon lui, un système centralisé permettant la répartition de l'offre à travers les régions et les spécialités, selon le cas clinique, pourrait régler certains problèmes logistiques propres au CRDS. Il y a beaucoup d'optimisation à faire de ce point de vue-là. Comment faire en sorte que le CRDS soit une plus-value dans le parcours de soins plutôt qu'une source d'inquiétude administrative où on est incapable de savoir où ou quand on va avoir notre rendez-vous? Un besoin que souligne aussi Audrey L'Espérance, professeure adjointe en gestion de la santé et des services sociaux à l'ENAP. Elle fait toutefois remarquer qu'un système propre à chaque région n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Comparer les régions au lieu d'adapter les stratégies optimales d'un endroit à l'autre est contre-intuitif avec la structure de Santé Québec, remarque-t-elle. L'aspect compétition dans un système qui, maintenant, en plus, est intégré dans une même agence n'est pas logique. Il y a des contextes différents, des pratiques et des organisations locales différentes. Ultimement, ce qu'il faut produire, c'est de l'apprentissage. Pourquoi ça fonctionne bien chez vous, puis qu'est-ce qu'on peut retenir chez nous, résume-t-elle. C'était « Quels sont les délais moyens pour voir un médecin spécialiste au Québec ?» Une enquête de Sarah Boumeda, parue le 9 juillet 2026 dans Le Devoir.